Bienvenue sur Selfa, votre chaîne de réflexion, de lucidité et de progression. Aujourd'hui, nous entrons au cœur d'un engrenage régional qui pourrait faire basculer tout le Moyen-Orient. Les frappes conjointes américaines et israéliennes contre l'Iran s'élargissent désormais en un affrontement régional beaucoup plus vaste. Toute la périphérie du conflit est maintenant au bord d'une guerre sur plusieurs théâtres, d'une ampleur encore jamais vue jusqu'ici dans cette crise. Donald Trump présente cette campagne comme un effort méthodique destiné à démanteler la capacité de l'Iran à menacer les intérêts des États-Unis. Selon lui, l'offensive vise l'arsenal de missiles iraniens, ses forces navales, son programme nucléaire, ainsi que ses réseaux alliés dans la région. Mais derrière cette présentation officielle, l'opération semble aller bien au-delà. Des explosions ont été signalées dans Téhéran et autour de la capitale, y compris près du palais présidentiel, du complexe du Guide suprême, ainsi que de bâtiments liés à de hauts responsables politiques et sécuritaires iraniens. Une épaisse fumée et des détonations répétées dans la capitale, mais aussi dans d'autres zones du pays, ont été rapportées par plusieurs médias comme faisant partie de cette offensive militaire. Et même si les détails précis continuent d'émerger, plusieurs hauts responsables auraient été tués dans ces frappes dites de décapitation, y compris, selon certaines sources, le Guide suprême lui-même. L'objectif ne semble donc plus être simplement de contenir l'Iran, mais bien de briser sa volonté politique et stratégique. L'Iran l'a compris. À Téhéran, cette guerre est désormais perçue comme existentielle. Et c'est précisément pour cette raison que le champ de bataille est en train de s'élargir. Des centaines de missiles et de drones iraniens ont frappé des cibles économiques et militaires dans plusieurs États arabes, notamment la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Syrie et les Émirats arabes unis. En réalité, lors de cette première vague, l'Iran aurait tiré à peu près autant de missiles contre les pays arabes que contre Israël. Autrement dit, Américains et Iraniens montent tous deux l'échelle de l'escalade, mais pas pour les mêmes raisons. Trump pense que l'Iran n'osera pas aller beaucoup plus loin. L'Iran, lui, pense au contraire que Trump n'est pas capable de soutenir durablement une escalade d'une telle intensité. Et nous nous retrouvons désormais enfermés dans cette logique. Les conflits commencent souvent par des actes. Mais ils s'emballent très souvent à cause des hypothèses que chaque camp fait sur l'autre. Le président Trump semble convaincu qu'il peut contenir les conséquences politiques et militaires des frappes contre l'Iran. Cette confiance ne vient pas de nulle part. Elle a été façonnée par plusieurs épisodes passés de sa politique étrangère. À chaque fois que l'establishment de Washington l'a mis en garde contre une rupture avec les normes habituelles, Trump a ignoré les avertissements, a agi malgré tout, puis n'a apparemment payé aucun prix majeur. Il avait déjà rompu avec la ligne traditionnelle des États-Unis en 2018, lorsqu'il avait transféré l'ambassade américaine à Jérusalem. À l'époque, des critiques au sein du département d'État avaient prédit de vastes manifestations et des violences contre le personnel américain. Mais ce scénario ne s'était pas matérialisé. Ce schéma s'est répété en 2020, lorsque Trump a ordonné l'assassinat du commandant de la force Al-Quds, Qassem Soleimani. Là encore, des analystes avaient annoncé un choc majeur et un retour de flamme massif. Pourtant, les conséquences directes avaient semblé limitées. Le pari de Trump avait alors semblé payant. Et il lui aurait encore donné raison en juin dernier, lorsque les États-Unis ont rejoint la campagne militaire israélienne contre l'Iran. À ce moment-là, ses opposants avaient averti qu'une attaque directe contre l'Iran accélérerait sa percée nucléaire. Mais, là encore, peu de conséquences immédiates semblaient avoir validé ces craintes. Cette dynamique se serait même répétée récemment, en janvier, lorsque Trump serait intervenu au Venezuela et aurait capturé le président Maduro. Là aussi, le retour de bâton aurait été limité. À chaque fois qu'il a testé les limites du système, le système a absorbé le choc. On comprend alors pourquoi Trump peut penser que les mises en garde contre une attaque contre l'Iran sont exagérées, et qu'il peut, une fois de plus, frapper avec détermination puis repartir sans dommages majeurs. Mais cette fois, la situation pourrait être différente. Les États-Unis ont rassemblé leurs plus importants dispositifs aériens et navals dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Des forces navales opèrent à la fois en Méditerranée orientale et en mer d'Arabie. À cela s'ajoutent des avions de combat déployés sur plusieurs bases dans la région. Les données ouvertes de suivi aérien montrent une hausse nette des ponts aériens stratégiques américains dans les jours précédant le déclenchement de cette guerre.
Plus de 80 vols de ces 17 Globemaster auraient été enregistrés, accompagnés d'un flux régulier d'avions ravitailleurs KC-46 à Pegasus et KC-135 stratotankers circulant le long des corridors atlantiques et méditerranéens. Ces moyens permettent d'assurer une logistique de longue durée sans dépendre totalement des bases avancées situées dans la région, en particulier de celles qui se trouvent à portée des missiles et des drones iraniens. Plus important encore, juste avant la guerre, un afflux visible d'appareils de combat avancés a été observé dans la région. Parmi eux figurent les F-22 Raptor, les F-35 Lightning II, les F-15 Strike Eagle et les F-16 Fighting Falcon. Trump a également laissé entendre que des bombardiers furtifs B-2 étaient en alerte, les mêmes appareils qui avaient frappé les installations nucléaires souterraines iraniennes en juin 2025. Mais cette fois-ci, leur déploiement dépendra probablement à la fois de la nécessité opérationnelle et de la disponibilité des munitions GBU-57, ces bombes anti-bunker dont une grande partie aurait déjà été consommée lors des frappes menées contre l'Iran l'an dernier. Le point essentiel est le suivant: l'ampleur et l'étendue de ce dispositif militaire donnent à Trump une marge de manœuvre bien plus importante que lors de la campagne de juin dernier. Et tout indique qu'il compte l'utiliser. Dans sa phase d'ouverture, l'opération américaine est allée au-delà des seules frappes contre les sites nucléaires et les installations de missiles. Elle a visé des éléments plus larges de l'appareil militaire, sécuritaire et politique iranien, y compris des infrastructures liées aux gardiens de la révolution. En infligeant des coups militaires et économiques extrêmement lourds, Trump et Netanyahou cherchent manifestement à pousser Téhéran vers des concessions politiques majeures. En d'autres termes, vers une forme de capitulation. Et si cela ne suffit pas, Américains et Israéliens pourraient tenter de renforcer la pression intérieure contre le régime iranien, soit en alimentant un mécontentement public, soit en élargissant les fractures ethniques à l'intérieur du pays, avec l'espoir que l'Iran implose de l'intérieur. Mais une telle stratégie exigerait un engagement long, coûteux et politiquement risqué. Or les Iraniens semblent faire le pari que Trump ne dispose pas de la capacité politique nécessaire pour soutenir durablement une escalade aussi lourde. À ce stade, le conflit a atteint un seuil où l'escalade ne relève plus d'un accident ou d'un engrenage incontrôlé. Elle devient une décision assumée. L'Iran sait qu'il ne peut pas remporter une guerre conventionnelle ouverte contre les États-Unis ou contre Israël. Il ne peut tout simplement pas rivaliser avec leur puissance classique. Il lui faut donc répondre de manière asymétrique, sur le plan politique et stratégique, bien plus que sur le seul terrain militaire. En théorie, l'option la plus rationnelle pour Téhéran serait de chercher une désescalade rapide, comme cela avait été le cas avec Israël en avril et en octobre 2024, puis de nouveau en juin 2025. Mais l'environnement stratégique est aujourd'hui tout autre. À Washington comme à Jérusalem, l'Iran est de plus en plus perçu comme affaibli, exposé, presque comme un tigre de papier. Les milices alliées qui formaient autrefois le cœur de sa dissuasion ont été largement affaiblies. Son programme nucléaire a été endommagé. Son réseau de défense aérienne est en ruine. Dans ce contexte, des responsables iraniens semblent avoir conclu qu'à moins d'imposer dès maintenant un coup substantiel à Trump, ils resteront durablement vulnérables à de nouvelles frappes. Lors d'un discours la semaine dernière, le guide suprême a menacé de couler un porte-avions américain et de fermer le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution pourraient désormais se sentir obligés de mettre ces menaces à l'épreuve. Mais il existe aussi, pour l'Iran, d'autres moyens plus accessibles d'imposer des coups asymétriques. Les États-Unis disposent d'environ 40 000 soldats répartis sur une douzaine de bases dans la région, toutes situées à portée des missiles iraniens. Du point de vue de Téhéran, provoquer des pertes américaines a une valeur symbolique considérable. Les dirigeants iraniens se souviennent encore qu'en 1983, après l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth, attribué à des forces soutenues par l'Iran, et qui avait tué 241 militaires américains, le président Reagan avait finalement retiré les forces américaines du Liban, malgré ses déclarations précédentes affirmant que les États-Unis ne se laisseraient pas chasser par l'intimidation. L'Iran semble vouloir réactiver cette mémoire stratégique. Selon un sondage Quinnipiac réalisé à la mi-janvier, environ 70% des Américains s'opposeraient à une intervention militaire en Iran, y compris une majorité de républicains. Les Iraniens peuvent donc penser que si les morts américaines s'accumulent, Trump aura de plus en plus de mal à justifier un conflit qu'il aura lui-même déclenché.
C'est exactement le type de réponse asymétrique qui correspond aux forces comparatives de l'Iran, bien davantage qu'une tentative d'obtenir des gains militaires classiques sur le terrain. Un autre exemple serait la fermeture du détroit d'Ormuz. Une telle mesure perturberait les exportations mondiales de pétrole, ferait grimper les prix de l'énergie et produirait des secousses dans toute l'économie mondiale. Mais elle créerait aussi, dans l'immédiat, une pression politique intense sur Trump à l'intérieur des États-Unis. Enfin, la dernière grande option asymétrique de l'Iran, peut-être la plus controversée, consisterait à chercher indirectement à mobiliser la puissance de lobbying des États arabes pour qu'ils fassent pression sur Trump et l'amènent à mettre fin à la guerre. Même si les relations entre l'Iran et les monarchies arabes du Golfe sont aujourd'hui moins hostiles qu'autrefois, Téhéran sait que les dirigeants du Golfe conservent une influence réelle auprès de Trump. S'ils venaient eux-mêmes à subir une forte pression, ils pourraient lui demander de reculer. C'est ce que l'Iran semble tenter de provoquer en visant des infrastructures économiques et stratégiques en Jordanie, en Irak, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Syrie et aux Émirats arabes unis. Jusqu'ici, l'Iran aurait tiré à peu près autant de missiles contre les pays arabes que contre Israël lors de cette première vague. C'est, pour Téhéran, une manière de transformer la vulnérabilité des États arabes du Golfe en pression politique sur Washington. Mais cette stratégie comporte un risque majeur. Elle pourrait tout aussi bien produire l'effet inverse et pousser les États arabes à rejoindre la campagne de bombardement menée par les Américains et les Israéliens. Ce serait alors un pari qui accélérerait encore la guerre, au détriment même de l'Iran. Et dans ce genre de crise, une vérité demeure. Les choses ne sont jamais si graves qu'elles ne puissent empirer. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Selfa. Si vous aimez ce type de contenu clair, profond et utile, abonnez-vous, partagez, et restez avec nous.